Merci, merci Véronique. Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier expert animé donc par l'Association des conseils en innovation. Écoutez, tout d'abord, je vais vous présenter rapidement un petit peu l'Association des conseils en innovation. Donc, nous sommes, comme son nom l'indique, une association qui fédère en fait les entreprises de conseil en innovation. À ce jour, il y a 70 entreprises qui sont présentes dans cette association et ça représente à peu près 5000 collaborateurs et qui génèrent un chiffre de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Voilà. Donc, la vocation de cette association, c'est bien de défendre et de promouvoir les métiers du conseil en innovation, et aussi de valoriser l'innovation en tant que vecteur de croissance économique et de performance sociétale. Voilà, l'idée étant de valoriser l'innovation aussi bien au sens large. Parmi les membres de l'association, en fait, nos membres interviennent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'association, de la stratégie d'innovation au financement de l'innovation et aussi à l'évaluation des politiques publiques d'innovation. Pour cet atelier, pour aujourd'hui, nous vous proposons un atelier sur les stratégies d'innovation. Effectivement, c'est un travail qui a été mené par une vingtaine de sociétés de conseil, membres de l'association, sur l'année 2020. Et aujourd'hui, nous avons réuni trois éminents experts, plutôt devrais-je dire, du conseil en innovation. Donc, tout d'abord, Géraldine Berklein, qui est vice-présidente de l'association et aussi dirigeante de la société Alcimed. Pierre Alfonsi, membre de l'association et dirigeant de la société Benkei. Et Vincent Chauvet, administrateur de l'association, et également dirigeant de la société de conseil SGI Sustainable Innovation. Voilà. Je passe la parole à Géraldine pour vous présenter les stratégies d'innovation. Merci Emmanuel. Peut-être avant de commencer, ce qu'Emmanuel ne vous l'a pas dit, vous avez peut-être l'habitude, mais si vous avez des questions, il faut les poser dans l'espace dédié qui s'appelle Q&R. Et on tentera d'y répondre en live, par oral ou par écrit si on n'a pas le temps. Donc, on va gérer, mais n'hésitez pas, c'est un atelier, donc on est là aussi pour répondre à vos questions au-delà de ce qu'on est capable de vous présenter dans le temps imparti. Merci Géraldine. Stratégie d'innovation. Donc, l'idée là, aujourd'hui, on voulait vous présenter un peu les réflexions et la vision de l'Association des conseils en innovation en matière de stratégie d'innovation. Et cette réflexion vient d'abord d'une commission métier qu'on appelle stratégie et valeurs de l'innovation qui rassemble des sociétés dont le but est d'aider leurs clients à innover plus, innover mieux, innover de façon plus efficiente. Et quand je dis clients, ça veut dire que nos clients, c'est aussi bien dans le privé, hein, des startups, des PME, ETI, jusqu'aux grands groupes. Ça peut être aussi dans le public, évidemment, des organismes de formation, des pôles et des clusters, ou des collectivités territoriales et des agences nationales, etc. Donc, tout ce qu'on va dire aujourd'hui sont valables un petit peu, quel que soit le type de nos clients. Alors, pour commencer sur stratégie d'innovation, c'est un petit peu le chapeau. On s'est dit pour commencer très simplement, c'est quoi et pourquoi? Pourquoi c'est important? Alors, si on reprend une petite définition d'innovation, qui est la définition toute simple, on peut dire une innovation, c'est une nouvelle offre différenciante qui rencontre un marché. Il y a plein de mots intéressants là-dedans. Il y a le côté nouveau, évidemment, hein, qui veut dire qu'on apporte quelque chose dans l'écosystème, on apporte de la connaissance qui n'existait pas avant, il y a toujours un risque associé à ça. Donc, tout ça, c'est des notions intrinsèques à l'innovation, différenciantes parce qu'on est bien là pour créer quelque chose de nouveau qui apporte de la valeur par rapport à l'existant et qui rencontre un marché pour dire que concrètement, ça doit se traduire par des résultats tangibles. Alors, on peut aussi élargir cette définition à quelque chose de plus global, parce que c'est pas forcément une nouvelle offre de produits-services, ça peut être une nouvelle façon de faire, ça peut être un nouveau process. Donc, grosso modo, une innovation, c'est une nouveauté qui apporte de la valeur à son écosystème. Et le point valeur, on va y revenir parce que c'est tout l'objet
de décrypter ensemble quelle est la valeur de l'innovation, quelles sont les valeurs de l'innovation. Donc, bien sûr, une innovation, Emmanuel l'a déjà dit, et je pense qu'on est… Non, Emmanuel, reste avant, s'il te plaît. On reste là. C'est important, c'est un levier important de développement, de compétitivité. Et on l'a bien vu dans le plan de relance. On trouve que l'innovation est vraiment au cœur du plan de relance, que ce soit dans les problématiques de réindustrialisation, d'écologie, de santé, d'agriculture. Donc, vraiment, l'innovation pour aider à relancer la France, c'est d'autant plus important aujourd'hui. Et une stratégie d'innovation par rapport à ça, c'est quoi? En fait, c'est le cadre, donc réfléchi, hein, si possible, formalisé, qui définit le périmètre de l'innovation, ses objectifs précis et ses règles et modes de fonctionnement. Donc, effectivement, c'est un cadre complet qui va définir pourquoi on veut innover, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand on parle d'innovation autour de nous, bien souvent on nous dit « Ah oui, oui, on est très innovant parce qu'on a mis une boîte à idées dans le couloir, on est très innovant parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer, plein d'initiatives qui sont en train de se passer dans les équipes, etc. On est très innovant parce qu'on investit beaucoup en R&D. » Tout ça, c'est très bien et c'est très noble. Mais quelque part, pour nous, une stratégie, c'est le cadre, la structure qui va apporter du sens à tout ça, qui va donner de la cohérence. Parce que s'il n'y en a pas, on risque de dissiper les énergies, on risque de gâcher les budgets. Donc, on cherche par une stratégie d'innovation de donner un cadre complet, sens et cohérence stratégique. Et on va bien chercher via ça à améliorer l'efficacité, c'est-à-dire est-ce qu'on atteint bien le résultat, la probabilité d'atteindre ce qu'on veut, et l'efficience. On atteint le meilleur résultat avec les ressources dont on dispose. Donc voilà comment on peut définir une stratégie d'innovation. Donc les points clés pour nous d'une stratégie d'innovation, donc là il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'elle doit être en ligne avec la stratégie et les valeurs de l'entreprise. Ça paraît peut-être évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour nous, l'innovation doit servir la stratégie de l'entreprise. Et si on va même plus loin, une entreprise qui n'a pas bien défini sa stratégie, je vois un truc là sur mon écran, je ne sais pas vous, mais on voit un casque. Oui, très bien. Une entreprise qui n'a pas défini sa stratégie, si elle se lance dans l'innovation, ben, elle va aller nulle part si elle n'a pas défini où elle veut aller. Donc bien, on définit d'abord une stratégie d'entreprise et ensuite on met en place sa stratégie d'innovation pour la servir. Deuxième point, elle doit s'attacher à développer ses avantages compétitifs et sa création de valeur. Encore une fois, on va chercher à apporter de la valeur et mes collègues vont largement débattre de ce sujet. Troisième point, elle doit permettre de définir des objectifs partagés qui mettent en valeur les bénéfices et justifient les moyens engagés. À nouveau ici, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut donner une vision. Il faut aligner. C'est l'idée de cette vision et ce cadre qui aligne les énergies et les budgets vers un objectif partagé. Et enfin, elle doit être opérationnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle reste juste quelque chose écrit sur le papier, mais qu'elle se traduise, qu'elle puisse être traduite ensuite concrètement dans l'entreprise ou dans l'organisation. C'est-à-dire que ça va jusqu'à définir des rôles, des responsabilités, des ressources, des processus, une organisation autour de ça. Ce que vous voyez sur le schéma en dessous, c'est un travail qui avait été fait par la CI aussi avant, qui présentait un processus un peu schématique d'innovation, plutôt dans des phases amont. Vous voyez qu'il y a une grande phase détectée qui permet de définir des axes d'innovation, explorer qui permet d'arriver à des concepts de produits-services. Ensuite, une phase évaluation, qu'on appelle des fois prototypage ou des choses comme ça, qui permet d'arriver à un business case avant d'arriver à vraiment un développement, j'allais dire, industriel, commercial sur le marché. Et tout ça doit être nourri par la stratégie, l'organisation, la culture et les ressources pour que tout ça fonctionne. Donc, une stratégie d'innovation, c'est un peu tout ça ensemble défini pour être sûr de donner du sens et de la cohérence. Pour rendre un petit peu ça concret, on voulait illustrer ça par un exemple. Donc, si tu peux passer, Emmanuel, c'est un exemple, ça
Harry, Emmanuel? Merci. Un exemple de cas qui est plutôt dans des phases un peu plus aval hein, de la stratégie d'innovation, mais ça vous montre aussi l'ampleur de ce qu'on peut faire. Petit cas, start-up lyonnaise, donc on travaille souvent pour des start-up. Cette start-up avait donc, développé une nouvelle prothèse mammaire bio-imprimée en 3D. Donc, c'est quelque chose, c'est une technologie très disruptive dans le marché des prothèses mammaires. Voilà. Et leurs enjeux, c'était valider les spécifications techniques pour ça, être sûr qu'on peut coller aux attentes du marché, tester la réceptivité des marchés parce que c'est une disruption sur le marché, donc il y a toujours un risque assez fort derrière et on peut avoir des marchés, notamment géographiques, ou des applications plus ou moins réceptives à l'innovation, cibler des marchés prioritaires et se positionner en prix. Donc, dans cet accompagnement, rôle de la société de conseil, c'était quoi? C'est faire une étude de marché de réceptivité au niveau monde, confirmer le potentiel différenciant et les recommandations techniques et définir une stratégie marketing gagnante. Ce qu'on met en valeur par cet exemple, c'est cette dualité de compétences techniques et business qui sont mises en œuvre dans la définition et dans l'élaboration de stratégies d'innovation. C'est juste un petit exemple. Après, il peut y en avoir évidemment des milliards. Quand on aide un organisme de formation à définir une nouvelle formation, on est dans le cadre des stratégies d'innovation. Quand on aide une région à définir sa smart spécialisation, on est aussi, sa stratégie de smart spécialisation, excusez-moi, on est aussi dans le cadre des stratégies d'innovation. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et à travers tous ces exemples, en fait, pour nous, derrière l'élaboration de toutes les stratégies d'innovation, il y a toujours une recherche de valeur créée, hein, puisque l'innovation cherche bien à créer de la valeur. Et quand on pense tout de suite à la valeur, les premiers mots qui viennent, c'est toujours le chiffre d'affaires, les emplois, là on peut aller jusqu'au rayonnement, jusqu'à la plus-value écologique, etc. Alors, pour essayer d'y voir un petit peu clair, nous avons choisi de vous parler des 5 valeurs clés qui, pour nous, doivent infuser à travers les stratégies d'innovation, doivent nourrir toutes les stratégies d'innovation. Ces 5 valeurs, vous les voyez là, c'est la valeur économique, la valeur financière, la valeur durable, la valeur humaine et la valeur technologique et scientifique. Et pour aller plus loin dans ces valeurs, on va commencer par la valeur économique et financière et c'est Pierre qui vous en parle. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc, la valeur économique et financière de l'innovation en commençant par un rappel historique ou un hommage, c'est comme on veut. Donc, un hommage à Joseph Schumpeter, donc l'économiste autrichien dont les écrits ont été connus au début du XXe siècle, qui est le véritable théoricien en fait de l'innovation en tant que moteur de la croissance économique et donc en tant que moteur de création de richesse et d'emploi. Et c'est lui qui a inspiré la plupart des politiques publiques de soutien à l'innovation avec lesquelles nous côtoyons au quotidien, hein, depuis la création de l'ANVAR par Raymond Barre, en des temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Et donc voilà. Et dernièrement, on a redécouvert Schumpeter, notamment sur l'aspect du rôle de l'entrepreneur, qui est en fait l'initiateur par son ambition en fait de l'innovation, et s'explique en fait le regain dans les politiques publiques de soutien à l'innovation de l'intérêt pour les startups depuis quelques années. Donc voilà, donc en fait, pour Schumpeter, c'est l'entreprise qui génère de la valeur, qui la propose à ses clients, et des développements théoriques plus récents modélisent en fait une recapture de cette valeur par les entreprises sous forme de flux financiers et d'actifs immatériels. Et donc, c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, un point important, je pense, avant de rentrer vraiment dans le détail de la valeur économique et financière de l'innovation, c'est de dire que, en fait, ces valeurs économiques et financières ne sont absolument pas antinomiques de la valeur collective.
Alors j'ai mis égal parce que je n'ai pas trouvé le symbole logique pour absolument pas antinomique, mais bon, vous me pardonnerez cette simplification. Alors pourquoi est-ce que ces valeurs ne sont pas antinomiques de l'intérêt collectif au fond? C'est très simple, c'est qu'en fait, comme l'a expliqué très bien Géraldine juste avant, voilà, pour qu'une idée, une invention devienne une innovation, il faut qu'elle trouve son marché, voilà, il faut qu'elle soit achetée, adoptée par des gens. Et d'une manière générale, il faut qu'elle résolve un problème récurrent. Notez au passage que pour résoudre un problème, il faut apporter des fonctions. Donc une innovation majeure, une innovation qui trouve son chemin et qui trouve son marché, c'est une innovation fonctionnelle. D'accord ? Et donc, pour être largement adoptée, cette innovation a un tout intérêt à contribuer à l'intérêt collectif. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces deux petits pictogrammes à droite. Voilà, une innovation qui contribue à réduire les accidents de la route ou qui contribue par exemple, à prévenir le développement d'une épidémie, a toutes les chances d'être largement adoptée. Alors, maintenant, on va pouvoir rentrer un peu dans la création de valeur économique pour les entreprises. Alors, pardon, le titre a un peu vibré, là, mais voilà, c'est ça. Donc, les entreprises ont tout intérêt à innover, car en fait, ça leur permet d'être plus rentables, tout simplement. Alors, soulevons un peu le capot et regardons ce qui se passe à l'intérieur de ces mécanismes-là. Tout simplement parce que l'innovation permet de se différencier, et se différencier, c'est échapper à la concurrence par les prix. Vous avez tous entendu parler du fameux océan rouge il y a quelques années. Voilà, donc se différencier. Innover permet de se différencier, donc d'échapper à la concurrence. Ça permet donc de proposer donc à des clients des produits ou services avec une valeur supérieure, et donc de vendre plus cher, tout simplement, hein, c'est aussi simple que ça. Et enfin, être le premier, être le premier à innover, en fait, permet de bénéficier d'une rente de situation avant que les suivants n'arrivent sur le marché. Et cette rente est d'autant plus forte, évidemment, que l'invention, que l'innovation est une invention brevetée. Quand vous avez un titre de propriété, vous pouvez nettement mieux monétiser votre innovation. Et enfin, les innovations de process permettent de faire des gains de productivité, d'améliorer les rendements, etc. Donc, contribuent, elles aussi, à améliorer la rentabilité des entreprises. Un point d'attention, c'est qu'en fait, à court terme, être suiveur crée l'illusion de la rentabilité, être suiveur ou simplement pas innovateur, crée l'illusion de la rentabilité qui s'effondre évidemment à moyen terme une fois que les innovateurs ont bouleversé les règles sur le marché. Et donc, les entreprises qui n'innovent pas, dès lors, n'ont pas d'autre solution que de fusionner pour essayer de retrouver des économies d'échelle ou disparaître. Et dans les deux cas, qu'il s'agisse de fusion défensive ou de disparition, on est bien sur de la destruction nette de valeur pour l'économie. Ceux qui veulent s'en convaincre, vous avez qu'à, par exemple, regarder le marché du transport aérien depuis 20 ans. Alors, maintenant, regardons les choses sous l'aspect financier. Donc, c'est un peu différent, c'est peut-être plus technique, un peu moins macroéconomique. Alors, la valeur financière pour les entreprises, d'abord, c'est un mécanisme comptable que tous les comptables connaissent bien, c'est celui de l'activation de la R&D. Donc, il permet de préserver ses résultats pendant les phases d'investissement et il permet de préserver ses fonds propres en réduisant ses pertes. Donc ça se fait par le biais d'un mécanisme qui est alors, il y a plusieurs écritures à passer, mais voilà, en fait, principalement du fait qu'on passe des encours de production immobilisée. Plus largement, donc, la valorisation des actifs immatériels, c'est-à-dire les inventions, les savoir-faire, les marques, les démonstrateurs, les prototypes, les licences, enfin, voilà, tout ce qui est immatériel et qu'on peut activer, donc passer à l'actif du bilan. Tout ça, ça permet d'augmenter le patrimoine de l'entreprise. Et donc, ça a plusieurs avantages financiers, comme par exemple, lors de la venue d'un investisseur extérieur, ça réduit la dilution de l'entrepreneur. Ça rend aussi l'entreprise plus attractive pour les investisseurs. Et donc, du coup, ça augmente l'effet de levier, y compris donc pour les aides publiques, puisque si vous avez réduit vos pertes, vous avez moins de tapé, entre guillemets, dans vos fonds propres, et donc, par exemple, vous avez plus de facilité à obtenir des aides de BPI qui, comme chacun sait, sont limitées au montant des fonds propres. Donc, au final, innover crée de la valeur financière et permet, en fait, last but not least, si je puis dire, aussi de mobiliser des aides publiques
qui ne sont bien sûr pas, c'est pas une fin en soi hein, d'avoir des aides, mais c'est un fait que si on regarde les choses du point de vue, enfin, sous l'angle financier, eh bien, on voit que les entreprises innovantes peuvent bénéficier de plus d'aides publiques, hein, soit le CIR, les aides de BPI, les aides européennes, etc. etc. Et au final, bah, ne pas innover, c'est ça qui coûte cher. Alors maintenant, je vais prendre le cas d'une entreprise que je trouve exemplaire, qui est la société Safety Tech, du groupe Vision Systems. Merci. Donc voilà, Vision Systems, c'est une ETI française qui est au sud de Lyon, hein, que je suis depuis plusieurs années, qui est un systémier de rang 1 aéronautique et transport terrestre. Donc Safety Tech, sa filiale, 110 personnes, alors 15 millions de chiffre d'affaires en 2019, malheureusement, je pense que le Covid est dû passer par là en 2020. Et l'entreprise poursuit depuis quasiment 10 ans un projet qui s'appelle Smart Vision, qui est une transformation de l'entreprise, une transformation radicale de l'entreprise par l'innovation, puisque encore aujourd'hui, l'entreprise est, on va dire, principalement un fabricant de rétroviseurs miroirs hein, pour les bus et les cars, est en train de se transformer en concepteur de systèmes d'aide à la conduite. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un métier qui est de la mécanique, la plasturgie, hein, enfin, vous voyez les gros rétroviseurs qu'on voit sur les bus, à un autre métier qui est conception de systèmes électroniques, avec de l'analyse d'images, de l'intelligence artificielle, une réflexion très poussée sur l'IHM et sur l'ergonomie. Alors, donc cette société Safety Tech, quelle valeur a-t-elle créée? D'abord, plusieurs millions d'euros d'investissement R&D depuis 10 ans. Une nouvelle usine qui va voir le jour l'an prochain. Dans ce sujet, je crois qu'on attend, ils attendent une réponse des pouvoirs publics de la directe dans le cadre du plan de relance. Voilà, ça s'est glissé. 40 emplois créés et sans doute 50 à venir et plus 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an dès 2022-2023. Alors, si on décompose cette valeur, qui est économique et financière, on regarde la valeur client, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise a apporté à ses clients, des fonctionnalités d'aide à la conduite, une amélioration de l'ergonomie de conduite, la réduction de la fatigue des chauffeurs, la réduction des accidents dus aux angles morts et une réduction des coûts d'exploitation. Pour deux raisons, les coûts d'exploitation. D'abord parce que souvent, ces gros rétroviseurs avaient tendance à taper dans les abribus, ce qui est de la casse, quand ce n'était pas la tête des gens qui attendaient le bus. Et puis, forcément, remplacer un gros rétroviseur par une caméra dans une aile profilée, ça réduit la consommation de carburant. Du coup, valeur collective, donc réduction des émissions polluantes par la réduction de la consommation de carburant, et surtout protection des fameux VRU, donc des Vulnerable Road Users. Ça, c'est vous et moi quand on traverse la rue en regardant notre smartphone, que maintenant, les chauffeurs de bus voient mieux grâce à ces systèmes. Alors, les clés du succès, d'abord le soutien indéfectible de la direction de l'entreprise au projet d'innovation. Alors ça, on ne le dira jamais assez, hein, tous les processus d'innovation que vous pouvez imaginer, tous les systèmes de créativité, les Lego, les machins, les trucs, tout ça, ça vaut strictement rien si ce n'est pas soutenu très très fortement par la direction de l'entreprise. Ensuite, une R&D au plus près du terrain, avec des POC assez réguliers, en l'occurrence là organisés avec des compagnies de transport en commun. Une intégration d'experts dans l'équipe développement, c'est-à-dire qu'on n'a pas un groupe de sachants dans une tour d'ivoire qui développe des connaissances et qui les transmet à des besogneux dans un bureau d'études qui conçoivent des équipements, pas du tout, hein, c'est des équipes intégrées avec les ingénieurs, les chercheurs et aussi des experts de l'extérieur sur des sujets très pointus comme la sûreté de fonctionnement. Et enfin, et ça c'est fondamental aussi, l'intégration de l'entreprise dans un écosystème stimulant, en l'occurrence le pôle Cara à Lyon. Donc pour finir, comment maximiser la création de valeur dans les entreprises? Donc comme je l'ai dit, premièrement, c'est quasiment, enfin, la première ligne se suffit elle-même. S'il y a une implication forte du top management, normalement ça marche. Ensuite, on va se doter de processus agiles et rapides et le faire appliquer, OK. Innover près du terrain, ce qui n'est pas la même chose que de demander aux gens ce qu'ils veulent. Hein. La plupart des gens, vous et moi, on n'en sait rien. Innover près du terrain, c'est observer les utilisateurs, détecter les problèmes qu'ils rencontrent et leur proposer des solutions. Favoriser l'acquisition de connaissances nouvelles, notamment par des relations constantes avec l'extérieur, donc c'est l'open innovation.
que facilitent notamment les clusters, hein, évidemment. Privilégier les innovations fonctionnelles, je l'ai dit tout à l'heure, qui apportent plus de valeur aux clients. Hein, si vous avez le choix entre... si vous n'innovez que sur les performances, par exemple, ça ne marche pas, vous êtes peu différenciant. Si vous avez le choix entre un vaccin qui fonctionne à 90% et un autre qui fonctionne à 95%, vous allez choisir le moins cher, tout simplement. Et puis, enfin, ne pas négliger, j'en ai pas parlé, mais je vous le glisse à la fin, ne pas négliger les concurrents qui, généralement, ne dorment pas dans un coin en attendant que ça se passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Alors maintenant, on va vous présenter la valeur durable et humaine de l'innovation. Et c'est Vincent Chauvet qui s'en charge. Merci Emmanuel, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler des valeurs durables et humaines. Alors peut-être pour commencer, donner un cadre pour ce qu'on appelle durable, puisque ce n'est pas un concept nouveau, mais c'est un concept qui est toujours questionné. Si tu peux aller sur le prochain slide, Emmanuel. Le choix qu'on a fait, c'est de raccrocher la durabilité. Emmanuel, je vois pas le prochain slide. Ouais, merci. La durabilité au cadre en fait défini par l'ONU dans ses objectifs de développement durable. Donc l'ONU a en fait défini un cadre qui permet de mettre en musique et mettre en action le développement durable. Un cadre qui est constitué de 17 objectifs que vous avez là, qui commence à être connu, qui a été sorti il y a quelques années, et qui inclut des dimensions, on va dire, sociétales, sur la pauvreté, l'égalité des genres, l'éducation et la lutte contre les inégalités, par exemple. Un cadre aussi environnemental, on parle d'énergie propre, de climat, de biodiversité, d'eau, et puis un cadre, on va dire, économique, puisqu'on a le travail, l'industrie, notamment. Et si tu veux aller si tu veux cliquer sur le prochain. Et notamment, on voit que l'innovation elle-même fait partie des objectifs. C'est-à-dire que l'innovation est un moyen, mais c'est dans ce cadre des ODD défini aussi comme un objectif. Alors, ce qui est intéressant avec ce cadre, c'est que ce n'est pas du tout un cadre qui est fait pour être contraignant, hein, l'ONU n'est pas là pour ça, mais c'est un cadre qui donne une vision de où globalement le monde veut aller collectivement. Et en fait, ce n'est pas qu'une vision de fonctionnaire onusien dans son bureau à New York, c'est quelque chose qui est de plus en plus en fait, utilisé comme un référentiel, y compris par les innovateurs publics et privés, et y compris par des corporates qui de plus en plus en fait, essaient de rattacher leur action avec le cadre des ODD. Alors, on peut évidemment attaquer les corporates ou les soupçonner de greenwashing, ce qui peut arriver de temps en temps, mais j'ai quand même envie de dire que quand on parle de stratégie d'innovation, l'innovation peut peut-être avoir tendance à être un petit peu sur le devant de la vague, et on voit quand même arriver pas mal d'acteurs qui se positionnent de plus en plus dans ce cadre-là, en tout cas sous l'angle de l'innovation. Donc c'est quelque chose qu'on voit vraiment arriver. Donc quand on parle de valeur durable de l'innovation, on est de moins en moins sur quelque chose d'annexe, c'est quelque chose qui de plus en plus finalement se retrouve au cœur des stratégies d'innovation, de par les opportunités tout simplement qu'elle génère. Prochain slide, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en gros, l'innovation et les objectifs de développement durable? L'innovation, on le voit comme un levier majeur pour améliorer l'état des choses, ça c'est l'innovation incrémentale, ou pour créer un tout nouvel état. Pierre parlait d'océan rouge, océan bleu, donc dans l'innovation de rupture, on crée des nouvelles situations, des nouveaux états de fait par une innovation complètement radicale. Et ça peut s'inscrire tout à fait dans la logique des 17 objectifs de développement durable, notamment en rendant viables des solutions qui permettent d'accélérer ces transitions. Alors, quelques exemples de bénéfices sociétaux et environnementaux. Les innovations, qu'elles soient industrielles, technologiques, digitales, créent des nouveaux usages, créent de l'emploi, de l'éducation, de la modernisation de services publics et aussi facilitent l'accès au plus grand nombre aux ressources essentielles. Et quand je parle du plus grand nombre, il faut se projeter évidemment au-delà de nos frontières hexagonales, mais quand on parle du monde, il y a évidemment des endroits du monde où l'innovation en fait, permet d'aller très vite dans finalement le rattrapage de pays en développement notamment.
Et puis l'innovation sociale qui en fait donne quelque part du pouvoir aux citoyens en étant acteur, non pas seulement comme utilisateur ou client, mais en étant lui-même acteur. Et il y a de plus en plus on va dire, d'initiatives de co-conception avec les citoyens de solutions. Parmi les bénéfices environnementaux, évidemment, énormément de solutions qui sont développées, d'innovations qui répondent aux grands enjeux que sont climat, biodiversité, épuisement des ressources, entre autres, et l'utilisation optimale des ressources existantes. Donc voilà, c'est quelques exemples, évidemment, l'innovation au service des ODD. Après, on se pose aussi la question, parce qu'il ne faut pas être, on n'est pas naïf, c'est en gros, l'innovation, elle n'est pas durable par défaut. Ça pose la question, finalement, de la finalité de l'innovation, mais aussi de ses externalités. Alors, quand on parle de finalité, je viens de citer les ODD, mais l'innovation n'a pas forcément une finalité en elle-même. Je prends par exemple le débat récent, et je ne pense pas terminé, sur la 5G, où on voit qu'on a un vecteur majeur d'innovation dont toutes les finalités sont loin d'être connues, mais qui suscite une levée de bouclier de par ses externalités. Et donc en fait, quand on parle d'innovation durable, on est toujours en train de réfléchir à quelles sont les finalités et les externalités. Alors les externalités, elles peuvent être négatives. Alors, je cite quelques exemples. L'impact énergétique du digital, qui est un sujet croissant, puisque le bilan carbone du digital fait partie, est sans doute celui qui augmente le plus, même s'il reste de l'ordre de quelques pourcents. C'est quand même important. L'impact matière première du véhicule électrique, ça fait aussi partie des sujets évidemment majeurs pour l'industrie de la batterie. L'impact biodiversité des énergies renouvelables et des exemples comme ça, il y en a énormément. Si tu vas sur le cliquer, Emmanuel, et en fait, qu'est-ce que ça montre? C'est la difficulté d'arbitrage entre ODD, puisqu'on peut avoir des innovations qui vont faire une avancée majeure sur un ou deux des 17 objectifs de développement durable, mais qui peuvent provoquer, en fait, engendrer un recul dans un autre délai. Donc, ce qu'on voit quand on parle de valeur durable de l'innovation, c'est souvent ça, jongler entre la finalité, l'externalité et l'arbitrage entre les ODD. Ce qui est facile à dire comme ça en quelques minutes sur un slide, mais dans la réalité, c'est extrêmement complexe. Et attends, excuse-moi, juste pour terminer là-dessus, on a justement dans l'évaluation des externalités, des méthodologies d'innovation et qu'on retrouve dans les missions, les prestations de conseil en stratégie d'innovation notamment, qui vont essayer de qualifier, voire de quantifier ces externalités. Donc on a des méthodologies soit de type ACV, analyse de cycle de vie, ETV, Environmental Technology Verification, et puis quelque chose qui émerge, qui s'appelle le Sustainability by Design, qui est encore un peu flou, mais sur lequel on est sans doute au début d'une tendance, mais qui montre que l'inclusion de la sustainability dans le design et la stratégie d'innovation est quelque chose qui, à mon avis, va prendre de l'ampleur dans les 10 ans qui viennent. Sur le prochain slide, je vais vous donner un exemple de collaboration. Je pense que ça faisait partie de l'exercice de montrer comment est-ce qu'on peut collaborer, notamment avec un cluster. L'enjeu ici, c'était de co-développer un système de pilotage énergétique à l'échelle d'un quartier, ce qui n'existait pas, avec plusieurs leviers d'innovation, digitale, sur l'innovation de systèmes, de matériaux et l'innovation sociale. Et donc, le cluster jouait un rôle clé en mettant autour de la table un industriel et des startups, des acteurs de la recherche, des villes et puis des citoyens. Et le rôle du cabinet, ce type de conseil, c'est en fait d'apporter une réflexion externe sur la conception d'un business model qui permet de créer de la valeur de plusieurs types et pour tout le monde. Donc de la valeur économique pour la ville, notamment en réduisant ses consommations énergétiques, mais pas seulement. Valeur marché pour l'industriel, évidemment, et puis pour les startups qui gravitent autour de cet industriel. Valeur sociétale pour le citoyen. Et puis environnemental, puisque tout ça va diminuer l'impact carbone. Donc on voit ici qu'on a un projet qui associe plusieurs types d'acteurs avec plusieurs finalités et en fait des co-bénéfices. Et c'est ce que j'ai mis dans le titre, quadrupléliste. Donc ça, c'est une manière d'associer les 4 types d'acteurs qu'on voit là. C'est-à-dire recherche, industrie, gouvernement, qu'il soit local ou national, et puis le citoyen, ça c'est le concept de quadruple hélice.
Et la complexité, c'est toujours de concevoir des business models qui créent de la valeur pour les différentes branches de cette hélice, quoi. Et si je passe au slide suivant, un point de vue un petit peu différent qui est celui de la valeur humaine. Alors, la valeur humaine est forcément, évidemment, intégrée quand on parle de valeur durable. Mais là, pour parler plus spécifiquement sur l'humain, j'ai commis un schéma volontairement ultra simplifié qui essaie de dire où est l'humain dans tout ça. Donc, on a évidemment le créateur, l'innovateur. Et ce qui va l'animer, c'est la fierté de l'innovateur, mais aussi évidemment le retour sur investissement. L'innovateur, forcément, va passer énormément de temps et pas compter ses heures et ses investissements. L'utilisateur au sens large, puisque qu'est-ce que l'utilisateur va bénéficier de nouveaux usages finalement, et on espère d'une amélioration de qualité de vie de manière très générale. Et puis la société ou l'écosystème, alors là, progrès entre guillemets, hein, parce que je prends toujours des pincettes quand je parle du terme progrès, hein, c'est pareil, c'est un terme qui est sujet à beaucoup de débats de société et dans la presse. Mais donc voilà, donc on essaye de voir avec cette représentation qu'est-ce qu'on peut entendre par valeur humaine de l'innovation avec les trois grands, enfin si on essaie de répartir en trois grands groupes, on va dire des parties prenantes de l'innovation. Et pour conclure, je conclurai, alors évidemment c'est énormément d'opportunités, hein, comme je le disais en préambule, le côté durable, au-delà du greenwashing, c'est énormément d'opportunités, mais c'est aussi des challenges, des arbitrages entre ODD dont j'ai parlé, comment adresser les externalités de l'innovation, passer d'une logique de triple hélice à quintuple hélice. Alors, à quintuple hélice, vous ajoutez en fait un acteur par rapport à mon slide de tout à l'heure, qui est celui de la nature. Alors, quintuple hélice, on essaie de regrouper sur un même projet les acteurs gouvernementaux, le secteur privé de la recherche, le citoyen et maintenant la nature. Alors, autant les quatre premiers, on peut imaginer qu'ils peuvent venir autour d'une table, autant pour la nature, c'est un peu plus compliqué. Mais on a des acteurs, notamment les ONG, mais pas seulement, qui commencent à se positionner en co-conception et en co-design d'innovation. Mais c'est évidemment toujours un challenge. Et puis, pour conclure, c'est le piège du Tech for Good. Alors, le Tech for Good, c'est un concept qui a émergé depuis quelques temps, qui prend de l'ampleur. Moi, j'ai pas une semaine sans que j'ai du Tech for Good dans les newsletters que je reçois. Mais le problème, il y a deux problèmes avec ça. C'est que déjà, c'est ultra simpliste, puisque Tech for Good, il ne s'inscrit pas dans le cadre des 17 ODD, il ne traite pas des arbitrages et des externalités. Donc ça, c'est un problème. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'il a une dimension morale qui, je pense, n'a pas forcément sa place dans l'innovation. Après, forcément, la simplification, ça peut apporter beaucoup de choses. Simplement, je pense qu'il y a aussi un débat sur ce concept de Tech for Good, qui, de mon point de vue, est un petit peu trop simpliste et qui, du coup, risque de provoquer peut-être, à mon avis, des désillusions. Et je pense que c'était mon dernier slide. Je repasse la parole à Géraldine. Merci. Merci Vincent. Oui, Géraldine, à toi désormais pour la valeur scientifique et technologique de l'innovation. D'accord. J'en profite, pareil, nouvelle parenthèse avant que je vous parle de ça. On me dit que vous avez accès aux slides que nous présentons ici dans votre… ça doit être à gauche de vos écrans. Voilà, quelque part, il y a une bibliothèque de documents et nos slides sont dedans. Alors, valeur scientifique et technologique de l'innovation. Alors, celle-là, je vais vous dire, elle est un petit peu simple. Elle est simple parce que tout le monde se dit, évidemment, une innovation, ça a de la valeur scientifique et technologique. C'est un peu évident. Donc, j'irai un petit peu rapidement là-dessus. C'est la valeur la plus universelle. Quel que soit le type et le berceau de l'innovation, ça marche. On peut dire que cette valeur est créée, qu'on parle d'innovation de produits, de services, organisationnels, au stade de la recherche fondamentale ou appliquée, issue du public, du privé, etc. À chaque fois, il y a création de ce type de valeur. Mais le plus intéressant, c'est que ça marche à tous les coups. Je veux dire par là que ça débouche sur les résultats attendus ou sur une impasse. Finalement, à chaque fois, on a progressé et on a créé de la valeur. Et effectivement, l'innovation pour nous, c'est un processus apprenant qui génère toujours un apport de connaissances et contribue au progrès, cette fois-ci pas mis entre guillemets, mais c'est la même notion de progrès que vient d'expliquer Vincent et
qu'avait abordé aussi Pierre en parlant de valeurs collectives, hein, c'est contribution au progrès, au bien de l'humanité, on pourrait dire ça comme ça. Alors, cet apport de connaissances, cette valeur est au bénéfice direct de l'entreprise, hein, parce que ça l'aide à progresser dans ses développements, etc., ou indirect, parce que ça apporte aussi de la valeur à son écosystème, à son client, à ses clients, à la communauté scientifique, etc. Bon, je vais représenter là ce petit schéma. Grosso modo, une innovation, ça part d'une idée et puis on développe et on espère que ça va marcher, ça va sortir une innovation. Dans la vraie vie, c'est un petit peu plus compliqué que ça n'a rien de linéaire. Donc en fait, on commence à avancer, développer des choses et puis il y a un truc qui ne marche pas, on retourne en arrière et hop, on repart sur une autre idée avec des specs un peu différentes, etc. Puis hop, à nouveau, ça ne marche pas, on repart en arrière, on change des choses, etc. Donc, c'est quand même un processus long, etc. Mais la beauté de la chose, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une boucle, eh ben, finalement, on a progressé. On a progressé dans la connaissance, on a progressé dans l'expérience. Et donc, qu'on arrive jusqu'au bout ou pas, peu importe, à chaque fois, on a apporté à soi-même, à l'équipe interne ou à nouveau à l'écosystème, à la communauté, on a apporté de la connaissance, on a apporté des éléments, peut-être que des briques de solutions, si ce n'est toute la solution entière, mais voilà, on a apporté ce progrès, cette résolution de problèmes récurrents dont parlait Pierre. Alors, pour vous illustrer ça, on a choisi un exemple. C'est un exemple assez sympa en fait parce que c'est toute une histoire qui vous explique ce processus de l'innovation qui débouche finalement sur quelque chose. Alors l'histoire commence avec un porteur de projet dans le Limousin. Alors lui, ce qu'il avait, c'est une technique innovante de télédiagnostic dentaire. Okay, donc il avait ça, porteur de projet, donc on comprend bien, pas encore créé sa société, il se demande comment la positionner, etc., quoi faire. Est-ce qu'il y a de la prestation de service à faire? C'était ça qu'il avait en tête au départ. Pas de propriété intellectuelle à déposer là-dessus parce que techniquement, tout était connu. Hein. Ce qui était nouveau, c'était sa mise en œuvre et son application au télédiagnostic dentaire. Et donc, on était dans le champ de la télémédecine avec derrière un bénéfice sociétal évident qui est apporté une solution de diagnostic aux populations rurales, etc. Bon. Très bien, donc ça c'était le cadre de départ. On travaille avec lui et il apparaît que, ben non, ça ne marche pas son truc, trop compliqué, ça ne va pas le faire, pas de marché, etc. Et pourtant, dans ce qu'il avait en main, donc là on est vraiment dans la boucle arrière, dans ce qu'il a en main, il y a un petit truc, on s'est dit, ça, techniquement, ça pourrait marcher. Il y a une toute première preuve de concept sur un truc qui n'a rien à voir, qui est la détection de cellules cancéreuses. OK. Donc, on dit très bien, on discute beaucoup avec ce porteur de projet. On dit là, il n'y a pas, il faut tenter autre chose, prendre une nouvelle piste, peut-être un nouveau risque. On ne sait pas à ce moment-là, mais il faut tenter de maximiser la valeur de ce qu'il avait, parce qu'il y avait forcément de la valeur technique dans ce qu'il avait, pour le valoriser sur un autre marché. On entame là-dedans, pareil, on étudie le marché, etc. Nouveaux enjeux, hein, du coup, de cette réorientation. On change de secteur, on arrive dans la médecine prédictive, ce qui est un nouvel écosystème pour le porteur, des marchés qui n'ont rien à voir, et toujours cette idée, quel modèle économique on peut créer de façon pérenne pour créer la société. Donc, on a fait tout ça, il se trouve que Hopefully, ça a marché. Donc, à la deuxième boucle, ça a marché dans ce cas-là. 4 ans plus tard, la société est créée, elle emploie 10 personnes aujourd'hui, elle génère du chiffre d'affaires. C'est une success story. Le rôle là-dedans de la société de conseil, c'est un accompagnement dans la durée. Hein. L'innovation, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, des ressources. Ça, c'est un accompagnement dans la durée. D'ailleurs, ça continue aujourd'hui sur des marchés internationaux, etc. Mais c'est aussi ce qu'on voulait mettre en avant dans cet exemple, c'était la valeur du conseil tranché et objectivé. C'est aussi pouvoir dire, non mais ok, on est allé voir à l'extérieur, voilà ce que c'est. Et si c'est non, c'est non.
Et par contre, il y a autre chose à faire. Et ça peut être malin d'aller faire ça et d'orienter le porteur de projet, mais ça peut être une entreprise, ça peut être une organisation, vers quelque chose auquel ils n'avaient pas pensé au départ, mais qui va maximiser la valeur créée. Donc, je pensais que c'était une jolie histoire pour montrer cette valeur qui est créée, qui finalement débouche sur une autre application, mais qui était bien là intrinsèquement dans cette innovation. Donc, voilà pour ce petit exemple. Et donc, en fait, reste là-dessus si tu veux bien, Emmanuel, pour le moment. Non, reste. Non, sur l'autre. Donc, ce qu'on voulait vous partager avec vous aujourd'hui, c'est que l'innovation crée de la valeur, crée des valeurs et qu'elle a besoin d'une bonne stratégie d'innovation pour maximiser justement la génération de toutes ces valeurs. Alors, pour ouvrir le débat, ce qu'on souhaitait faire en tant qu'ACI, là, et vous, membres de France Cluster, on souhaitait un peu terminer par échanger notre vision de nos rôles respectifs, vous les clusters, nous les sociétés de conseil, vis-à-vis de l'innovation. Et en fait, tel qu'on le voit, on voit qu'on peut avoir une action et des compétences tout à fait complémentaires pour booster l'innovation dans nos écosystèmes. Vous, clusters, plutôt en catalyseur de l'innovation, c'est-à-dire dans un rôle ancré dans vos territoires, vraiment réseau avec tous vos membres. Vous pouvez avoir un rôle de sensibilisation à l'innovation. Vous pouvez détecter des besoins autour de vous et par votre travail de réseau, de mise en résonance des acteurs locaux, aider à la génération de nouveaux projets d'innovation et aussi un premier niveau de challenge et de maturation des projets qui permettent justement c'est aussi par ce rôle de rencontre et d'apport que vous pouvez avoir, voilà, de les aider à commencer à s'aiguiller dans une direction. Et nous, sociétés de conseil, on se voit plutôt en peut-être deuxième niveau, si on peut se permettre de dire ça, en accompagnement expert de l'innovation sur des problématiques de stratégie d'innovation, donc c'est définir des visions, des axes différenciants, travailler sur la culture, l'organisation, etc. Sur des études ad hoc, on a vu à travers nos exemples, des fois c'est des études de marché, ça peut être de la veille, de la prospective, des benchmarks, travailler sur des stratégies d'open innovation, de partenariat, les aider sur l'international, etc. Et puis, à part un apport de méthodes qui sont un peu spécifiques à l'innovation et qu'on maîtrise, que ça concerne l'idéation, la créativité, l'intelligence collective, ça peut être du design thinking, ça peut être travailler sur des processus, faire des roadmaps, des méthodes pour établir des business models pérennes, etc. Donc, c'est un peu ça ce qu'on voulait partager avec vous, cette complémentarité telle qu'on le voit entre les clusters au plus proche du terrain, des problématiques locales et des innovateurs qu'on peut peut-être un petit peu booster, voilà, et aiguiller au départ, et nous derrière par un accompagnement expert. Donc, par cet atelier aujourd'hui, voilà, nous, on voulait vous dire ouvertement qu'on est tout à fait ouvert à continuer le dialogue, envisager des pistes de collaboration entre nos deux réseaux, France Cluster et l'ACI, et puis voir comment on peut travailler ensemble. Donc, c'est une question ouverte à l'Assemblée. Voilà. Nous sommes dans les temps et on peut avoir le temps de questions éventuelles. Merci beaucoup Géraldine, Pierre, Vincent pour cette intervention. Alors, nous avons reçu quelques réponses auxquelles on a pu répondre directement. Pour l'instant, je n'en ai pas noté d'autres. Toutefois, ce que je vous propose, si vous avez des questions peut-être après coup, voilà, j'ai mis vous voyez à l'écran d'ailleurs les points de contact des différents intervenants. N'hésitez pas à leur écrire si vous avez besoin d'une information par rapport à ce qu'ils vous ont indiqué. Et par ailleurs, moi, je suis à votre disposition plus pour vous répondre
sur le domaine de l'association si vous avez des questions particulières. Voilà. Je tiens à remercier chaleureusement Géraldine, Vincent et Pierre pour leur travail. En fait, ils ont présenté le travail de toute une commission qui s'est fait sur le premier semestre 2020. Et d'ailleurs, tous les articles rédigés sur les valeurs de l'innovation, vous pouvez les retrouver sur notre site dans la partie publication. Si vous avez besoin, je vous rajouterai le lien dans le chat après la session.